Nous sommes le lundi 20 janvier. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Une. J'espère que vous allez bien. Ce matin, un matin froid. Le froid que l'on nous prévoit dans les prochains jours. La météo commence tranquillement à arriver sur nos régions. Donc, habillez-vous chaudement en quittant la maison. Aujourd'hui, évidemment, ce sera le sujet qui va retenir l'attention. Cette investiture de Donald Trump à Washington, préparatif tout au long de la fin de semaine. Vous avez peut-être vu, il y a eu un rassemblement qualifié de rassemblement de la victoire hier, du président désigné qui deviendra officiellement président des États-Unis un peu plus tard aujourd'hui. Donc, évidemment, on va revenir là-dessus. On va parler un peu de cette journée, de quelle façon ça va se passer avec Jean-Philippe Robillard qui sera avec nous un peu plus tard. Pour l'instant, Karine Matteux est à mes côtés. Bonjour, Karine. Bien, bonjour, Mathieu. Content de vous retrouver. Ça fait quelques années fait qu'on a longtemps. travaillé ensemble le matin pendant un certain temps. Vous allez nous parler dans les prochaines minutes de ce qui s'est passé en fin de semaine. C'était hier, officiellement. Donc, une trêve dans la bande de Gaza. Voilà, le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël qui est entré en vigueur et 3 Israéliennes ont été libérées en échange de 90 Palestiniens qui étaient détenus par Israël. C'est aussi un retour dans la bande de Gaza pour certaines personnes, même si, tout est détruit. Et aussi le retour de l'aide alimentaire. On y revient dans les prochaines minutes. Humanitaire, effectivement, qui sera facilité. On sait que bien des gens en ont bien besoin dans la bande de Gaza. Donc, je le disais, une journée froide, une première d'une série de journées froides. Véronique Méran, bonjour. Bonjour, Mathieu. Et ce sera froid ici, ce sera froid aussi à Washington. J'entendais des commentaires comme quoi il va falloir être bien emmitouflé pour suivre cette cérémonie d'inauguration de Donald Trump. Là, dites-nous ce que l'on doit savoir sur ce froid. Ben, écoutez, -4 à Washington aujourd'hui, un refroidissement éolien de -6. C'est sûr qu'il fera -12 la nuit prochaine. Washington, -12, on n'est pas trop habitué à ça, mais je regardais les statistiques et puis on a déjà eu du -13 en jour d'inauguration. C'était en 1985 avec le président Reagan. Donc, ce serait la deuxième investiture la plus froide, disons-le comme ça. Des conditions froides à Washington, oui, mais pas juste à Washington. On l'a vu à partir d'hier, là, le froid qui a commencé à descendre du côté du Québec. Alors, ça va englober une bonne partie de l'Amérique du Nord, on le mentionnait. Donc, des températures qui vont descendre, là, disons, du Minnesota, du Midwest, là, jusqu'au au nord du Mexique. On parle de températures de -17 à Chicago. C'est une quinzaine de degrés sous les normales de saison du Midwest jusqu'au nord du Mexique. -4, -5 dans le nord du Mexique, mardi, mercredi matin. C'est sûr que c'est très, très froid. On aura une tempête aux États-Unis aussi, là, pas mal de neige, 15 cm possible, Nouvelle-Orléans, secteur de la Géorgie, 5 à 10 cm également. On pourrait établir un record en Nouvelle-Orléans en ce qui a trait aux précipitations de neige en milieu de semaine et du verglas qui va aller jusque dans le nord de la Floride. Donc, il y a de l'action à surveiller cette semaine. Et si on revient chez nous et on parle du froid, c'est sûr qu'on est parti pour une série de journées froides. À Montréal, la nuit la plus froide sera celle de mardi à mercredi. On a émis des avertissements de froid extrême, principalement au nord, là, l'Abitibi, en s'en allant vers le Saguenay, secteur de la Haute-Mauricie, la Côte-Nord, dans ces coins-là, en raison des refroidissements éoliens qui descendront sous la barre du -40. Mais sinon, concrètement, vous sortez ce matin, -13 Montréal, -15, -20, température réelle au thermomètre. Ça ne bouge pas aujourd'hui. -14 à -18. Évidemment, un petit peu de vent, refroidissement éolien sous la barre des -20. La nuit prochaine, c'est pas complètement dégagé. Hein? On a un dégagement qui se fait en cours de journée, là, mais il y a encore des flocons par endroits. Ça cesse graduellement d'ici la mi-journée. Cette nuit, partiellement nuageux, -17 Montréal, -23, -27 en secteur montagneux. Et demain, sous un ciel variable, il y aura peut-être quelques flocons le matin, mais en journée, ce sera variable, -13 à -15. Donc, vous voyez que les températures de jour, c'est près de la barre du -15. La nuit,
près de celle du moins 20 ou en dessous en secteur montagneux. Mais il fera beau. Il fera beau avec ça. On peut dire qu'on verra le soleil principalement mardi, mercredi. Ce matin, en Abitibi, il fait moins 33, moins 20 au Saguenay. Donc, les températures de mi-journée, moins 23, moins 24. Même s'il y a du soleil, ça reste froid. Pour ce qui est de la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, on a encore un peu de neige du côté du Bas-Saint-Laurent. Ça se dégagera cet après-midi. Température à la baisse jusqu'à moins 21. 5 cm pour la Gaspésie, une dizaine pour le parc Forillon. Aujourd'hui, c'est un avis de poudrerie qui est en vigueur de ce côté-là en raison des vents. Le mercure amorce sa descente. On sera tout près de moins 11 cet après-midi. On s'en va vers du temps plus froid pour les prochains jours. La neige cesse également vers la côte nord. Moins 16 pour aujourd'hui, moins 26 la nuit prochaine. Un froid qui englobe aussi tout le nord de l'Ontario. C'est du moins 29, moins 30 au thermomètre ce matin. Moins 20, moins 22 comme maximum en journée. Toronto-Windsor, on aura des températures maximales de moins 10, moins 12, ce qui est quand même pas chaud. Un ciel plutôt variable. Il fera beau à Ottawa. Le maximum, c'est moins 15. Et dans l'ouest, moins 25, moins 18 ce matin en Alberta, mais ça va remonter. Moins 1, moins 5 aujourd'hui. Ciel variable. La semaine sera assez douce du côté de l'Alberta, mais ça demeure très froid. Sud de la Saskatchewan et du Manitoba, on demeure sous avertissement de froid extrême. Moins 31, moins 33 réellement au thermomètre ce matin. Le maximum aujourd'hui, c'est moins 27 sous le soleil. Bon, habillez-vous chaudement, c'est le mot d'ordre pour une dire. bonne partie de la semaine. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Je me tourne vers Olivier Pellerin qui est avec nous pour parler sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, voilà, une fin de semaine quand même en plus et en moins pour le Canadien. Finalement, en tout cas, hier contre les Rangers, ça a été en plus. C'était une bonne semaine. Ouais, 3 victoires en 4 matchs pour le Canadien de Montréal. Juste les Maple Leafs, finalement. Oui, samedi, avec une sévère défaite, 7-3 samedi. Et hier, on s'est posé quelques questions parce que c'est un match durant lequel le Canadien a comblé un déficit à 4 reprises durant la rencontre. Donc, manifestement, là, le caractère était là. Et ça a été une belle victoire de 5 à 4 pour le Canadien de Montréal en prolongation. C'était encore une fois Jacob Dobèche qui était devant le filet. 5e départ avec le Canadien de Montréal. 5e victoire avec le Canadien de Montréal. Même si on peut dire que hier, ça n'a pas été parfait. On a vu un Jacob Dobèche normal. Il a déposé sa cape de super-héros. Et hier, ça a été un match normal pour lui, mais en prolongation, il s'est illustré à 2 reprises. 2 arrêts importants qui a permis donc aux Canadiens de Montréal de remporter la victoire. C'est Patrick Laine qui a marqué en prolongation pour donner la victoire à l'équipe. Donc, c'est vrai que la séquence est belle. Ça se poursuit pour le Canadien de Montréal. Ce sera aussi une semaine assez chargée. La bonne nouvelle, c'est qu'on est à la maison pour la plupart des matchs, entre autres demain contre le Lightning de Tampa Bay. Martin Saint-Louis était très heureux parce que c'est 2 points importants dans cette course aux séries. On l'écoute. J'ai adoré notre 3e période. T'sais, on perdait sur le tableau, mais je trouvais pas qu'ils nous battaient. C'est juste qu'on gagnait pas à ce moment-là. Fait que j'ai aimé la maturité en 3e. Le 2 points, c'est des gros 2 points. T'sais, c'est une belle semaine, tu penses aussi. Fait que je suis content pour le groupe. C'est pas parce qu'on est en retard au pointage qu'on est en train de perdre. C'est ce qu'il a dit. Donc, le Canadien, 50 points à 1 point d'une place en séries éliminatoires. Donc, 1 point derrière les Blue Jackets de Columbus, qui est 8e et dernier billet qui donne accès aux séries. Sinon, je vous parle de hockey toujours. La victoire de Montréal qui était à Québec, cette grande visite au Centre Vidéotron. Belle victoire pour la victoire. Une victoire de 2-1 face à la charge d'Ottawa. Il y a, entre autres, ça, il faut en parler, Catherine Dubois qui a marqué son 2e but de la saison. C'est une fille de Québec, ça. Très émotif. Elle a joué pour les Titans du cégep de Limoilou, est allé marquer son 2e but de la saison pour donner la victoire à l'équipe. Et donc, c'était une belle célébration, ça le comble là-bas. Donc, ça a vraiment été une belle fête au cours de ce match d'hier. Tant mieux pour la victoire. Et puis, grosse fin de semaine de football, encore une fois, dans la NFL. Oui, là, on peut se donner les résultats rapidement là, parce que je vois que le temps file. Hier, le match qu'on surveillait, en fait, c'était le match du week-end, cet affrontement entre les Bills de Buffalo et les Ravens de Baltimore. Ça n'a pas déçu, ça a été toute une rencontre jusqu'aux dernières minutes du match. Ce sont les Bills qui ont filé avec la victoire. Une courte victoire, mais quand même 27-25 face aux Ravens. Donc, les Bills qui passent au tour suivant. Même chose pour les Eagles de Philadelphie qui ont vaincu les Rams de Los Angeles. Et au cours de ce week-end, la grosse surprise, ce sont les Commanders de Washington qui ont surpris les Lions de Détroit que certains voyaient favoris pour non seulement une finale du Super Bowl, mais peut-être même une victoire. Et ce sont les Commanders qui ont passé avec une victoire de 45-31. Et la dernière équipe, et non la moindre, les Chiefs de Kansas City. Sans surprise. Sans surprise. Victoire de 23-14 contre les Texans de Houston. Merci, Olivier. Bonne journée. Bonne journée.
La semaine s'est terminée la semaine dernière et on se demandait est-ce qu'il y aura véritablement une trêve. Il y avait eu des bombardements. On ne semblait pas s'entendre sur certains détails de l'accord. Finalement, oui, cette trêve, elle est en vigueur. Cessez-le-feu entre Hamas et Israël. 3 Israéliennes qui ont été libérées en échange, Karine, de 90 Palestiniens. Ça semble s'être déroulé, en fait, au cours de la journée d'hier, au cours des dernières heures, sans embûche. Oui, la trêve est entrée en vigueur après 3 heures de retard, mais ça a eu lieu après 15 mois de captivité. En fait, depuis le 7 octobre 2023, il y a 3 otages israéliennes, là, les 3 jeunes femmes qui ont été libérées. Elles sont en bonne santé, dit-on, et sont avec leur famille en ce moment. Il y a des centaines de personnes qui s'étaient rassemblées pour cette libération. C'est le début de cette trêve qui doit durer 42 jours. Ça a suscité de la joie. Je vous laisse entendre la réaction de l'enseignante d'une des otages. I can't describe how I feel. I'm so excited. I was crying tears before, but now I feel like clean inside and happy. Alors, elle dit, je ne peux pas décrire comment je me sens. Au départ, je pleurais. Maintenant, je me sens légère et heureuse. Mais il y a aussi des inquiétudes qui demeurent. Écoutons maintenant Yair Golan, c'est l'ancien numéro 2 de l'armée israélienne et ancien député de la gauche laïque. We have 2 problems. First, with Hamas, we do not trust Hamas and we have no illusions. Hamas will try to do everything in order to slow down the process. The same is true with our prime minister, with our government, and this is a terrible obstacle. Alors, il y a 2 problèmes, dit-il. D'abord, le Hamas, dont nous ne pouvons pas avoir confiance. Il va tout faire pour ralentir le processus. Mais c'est aussi la même chose de la part de notre premier ministre et de notre gouvernement. Donc, une certaine méfiance. Et je le disais, libération de 3 otages, 3 femmes, 3 israéliennes contre 90 prisonniers palestiniens. Oui, les autorités israéliennes ont libéré dans la nuit les 90 prisonniers palestiniens. Israël parle de terroristes. Le Hamas, lui, dit que ce sont surtout des femmes et des mineurs qui ont été libérés. Des feux d'artifice ont été lancés en Ramallah, en Cisjordanie occupée, lorsque sont arrivés les autobus qui transportaient les prisonniers palestiniens, accueillis eux aussi par des milliers de personnes. Et du côté palestinien, il y a aussi de la joie, mais des inquiétudes. Voici Radi Charouri, les membres de l'Association des Canadiens d'origine arabo-palestinienne. On est content, mais c'est une joie qui n'est pas complète. La vraie solution permanente que nous aimons, c'est vraiment l'élimination de l'occupation israélienne. C'est vraiment ça. Bon, ça demeure des libérations au compte-gouttes. La première phase de l'accord prévoit au total de la libération de quelques 1900 Palestiniens incarcérés par Israël en échange de 33 otages israéliens détenus à Gaza. Il y a 94 personnes qui étaient encore détenues dans la bande de Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée. Donc, accord de cessez-le-feu qui prévoit aussi une libre circulation, donc des Palestiniens qui vont pouvoir retourner chez eux, si évidemment il leur reste un chez eux, parce qu'on a vu quand même l'état de destruction dans la bande de Gaza. Tout à fait. Des centaines de milliers de personnes déplacées qui ont déjà pu retourner dans la bande de Gaza, retrouvant pour la plupart leur habitation complètement détruite. Et il n'y a pas que les maisons qui sont détruites. L'Organisation mondiale de la santé estime à plus de 10 milliards de dollars la somme nécessaire pour remettre le système de santé sur pied. Selon elle, seule la moitié des 36 hôpitaux de Gaza restent partiellement opérationnels et seuls 38% des centres de soins primaires sont en état de fonctionner. C'est plus d'aide humanitaire qui sera en mesure d'arriver. Exactement. 630 camions, selon l'ONU, transportant de l'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza. C'est ce qui est prévu. Au moins 600 camions d'aide par jour. Les responsables souhaitent le plus vite possible rejoindre 1 million de personnes dans les plus brefs délais. Et on parle de farine pour réapprovisionner les boulangeries et aussi des suppléments nutritionnels aux enfants qui sont les plus mal nourris. Merci beaucoup, Karine. Je vous en prie. Bonne journée.
Alors, évidemment, on va parler de cette inauguration, cette investiture de Donald Trump. Ça va se faire aujourd'hui à Washington et Jean-Philippe Robillard est avec moi pour en parler. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors, il sera assermenté donc comme 47e président des États-Unis devant des milliers de partisans rassemblés à Washington. Hier, donc, il y avait déjà des rassemblements qui ont eu lieu, qui se sont déroulés. Il promet d'agir donc rapidement. Donald Trump affirme qu'il agira dès aujourd'hui pour, dit-il, régler les crises en cours aux États-Unis. Oui, effectivement. Donc, on s'attend, Mathieu, à ce qu'il signe une centaine de décrets pour concrétiser ce qu'il a promis aux Américains pendant la campagne électorale. Il a dit hier qu'il était pour se mettre au travail, Mathieu, rapidement, qu'il allait commencer, dès qu'il aura les clés de la Maison-Blanche, à s'attaquer aux problèmes auxquels les États-Unis font face. Alors, hier, dans son discours, il nous a vraiment donné un avant-goût de ce qui attend les Américains. Il n'y avait pas de surprise, c'est ce qu'il a dit pendant la campagne électorale. Il a parlé, bien sûr, de la frontière. Il a également dit qu'il allait mettre en place, comme promis, des restrictions en matière d'immigration, qu'il allait expulser tous les migrants qui vivent illégalement aux États-Unis. Il a aussi dit qu'il allait abolir des réglementations sur l'environnement, également qu'il allait abolir des programmes, entre autres, sur la diversité. Donc, un 100 jours assez occupé que certains, dont le chercheur Charles-Philippe David de l'UQAM, ont qualifié de séisme. Alors, on écoute un extrait du discours qu'il a livré hier soir, qui est en fait son dernier, Mathieu, avant d'être assermenté aujourd'hui. Avant que le soleil ne se couche, l'invasion de nos frontières aura cessé. Et tous les intrus illégaux aux frontières seront, sous une forme ou une autre, sur le chemin du retour. Les mesures de sécurité pour nos frontières, que j'exposerai dans mon discours d'investiture, représentent l'effort le plus agressif et le plus complet que le monde ait jamais vu. Et très bientôt, nous entamerons la plus grande opération d'expulsion de l'histoire américaine, plus grande même que celle du président Eisenhower. Alors, ce qui serait intéressant de voir, Mathieu, maintenant, c'est de quelle façon ça va se traduire sur le terrain, cette façon de faire, ces politiques que veut mettre en place Donald Trump pour en ce qui a trait aux immigrants aux États-Unis. Et on comprend que ça pourrait aller assez vite. Il y a d'importantes mesures de sécurité, évidemment, en place à Washington. Oui, presque tout est barricadé, Mathieu, à Washington. Il y a 48 km de clôtures et de barrières qui ont été installées. Il y a également 25 000 policiers et militaires qui sont déployés sur le terrain, dans les rues de la ville, pour assurer la sécurité et gérer les centaines de milliers de partisans qui devraient être sur place. Et selon Pierre-Yves Bordua, ça, c'est un ex-commissaire adjoint à la GRC, c'est un dispositif de sécurité qui est beaucoup plus renforcé qu'habituellement en raison justement du climat politique tendu. On l'écoute. Il n'y a absolument aucun risque qui est permis. On n'a qu'à penser, par exemple, à la tentative de meurtre qui a eu lieu contre le président, alors que le service secret américain avait été blâmé pour le manque de coordination avec les autorités. Et dans ce contexte-là, il est certain que les services secrets américains veulent éviter tout dérapage. Véronique nous le disait, va faire froid à Washington, comme il fait froid ici. Oui. Bon, un peu moins qu'ici, mais quand même froid. Okay. Donc, ça va se dérouler à l'intérieur. Oui, ça va se dérouler à l'intérieur donc, du Capitole, sous la rotonde et non à l'extérieur, comme on le voit habituellement là, sur les marches du Capitole. Et cette cérémonie, elle sera retransmise en direct dans un amphithéâtre de Washington qui peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Et c'est là que les gens pourront, entre autres, assister à cette cérémonie. Ce matin, là, comme le veut la coutume, donc Donald Trump qui va se rendre à l'église St. John's et qui va par la suite aller prendre le thé à la Maison-Blanche avec les Biden. Et c'est par la suite là, donc qu'il sera assermenté comme 47e président des États-Unis. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. On fait les choses un peu à l'envers ce matin. C'est qu'on avait perdu Gabriel, le marqueur Perrault, à la revue de presse. Bonjour, Gabriel, Bonjour, qui Mathieu. nous parle depuis nos studios d'Ottawa. Content de vous avoir retrouvé. Et je vais faire le lien avec ce que Jean-Philippe vient de nous dire, parce qu'évidemment, cette assermentation de Donald Trump, c'est ce qui retient beaucoup l'attention dans les quotidiens ce matin. Beaucoup d'appréhension, peut-on lire, face à sa présidence. C'est parti pour 4 ans, titre Le Devoir ce matin. Le Journal de Montréal lui consacre 7 pages à l'assermentation de M. Trump. Attachez votre tuque, titre Le Quotidien
quotidiens montréalais. Vous pourrez d'ailleurs lire ce matin dans le Journal de Montréal la chronique de Mario Dumont, 10 choses qui vont changer dans nos vies. Notamment, vous en parliez avec Jean-Philippe, mais les tarifs, peu d'entreprises investiront chez nous. Le dollar canadien va continuer de fléchir et des milliers de migrants pourraient se pointer à la frontière, écrit Mario Dumont dans le Journal de Montréal. Le Globe and Mail lui titre « Relations commerciales en jeu, les chefs d'entreprise affluent vers Washington pour assister à cette assermentation de Donald Trump. » D'ailleurs, quelques politiciens canadiens seront présents à Washington pour cette assermentation, notamment la ministre des Relations internationales du Québec, Martine Biron, la première ministre de l'Alberta aussi, Danielle Smith, et le ministre fédéral François-Philippe Champagne. Dans Le Devoir, il y a la chronique de François Brousseau, lui, qui parle du club des Ultras à Washington. La droite radicale du monde entier célèbre aujourd'hui le retour au pouvoir de son héros à Washington. Et pour la première fois, lors d'une investiture présidentielle, on invite massivement à l'international, mais la liste a été strictement filtrée en fonction des couleurs politiques. Hydro-Québec se prépare à ce vortex polaire. Véronique nous expliquait le froid là, qu'on va vivre dans les prochains jours. C'est un texte à lire sur notre site Internet, ça. Oui, et également dans la presse ce matin. La presse, qui dit un peu première vague de froid de l'année. Ça devrait faire augmenter la demande d'électricité à 41 000 mégawatts mardi, plus de 42 000 mercredi. Mais vous l'avez dit, sur le site de Radio-Canada ce matin, il y a un texte de Thomas Gerbet qui nous parle de documents inédits qui montrent comment elle a sous-estimé la consommation des Québécois, Hydro-Québec, à l'hiver 2023. Parce que faut dire que le réseau d'Hydro-Québec n'a pas été aussi sollicité l'hiver dernier. En fait, l'hiver dernier, il n'a pas connu de grand froid. Il faut remonter justement à février 2023 pour retrouver une demande aussi importante. Et Thomas Gerbet dit que le 3 février 2023, il faisait moins 26 degrés à l'époque et la Société d'État Hydro-Québec s'attendait à une consommation de 41 000 mégawatts, mais c'est finalement 43 000 mégawatts que les Québécois ont consommé. Pour vous donner une idée, là, c'est 2 000 mégawatts, c'est plus que ce que tout le complexe hydroélectrique de la Romaine peut fournir. Alors, c'est quand même très important. Et il y a des postes électriques qui ont été fortement sollicités, jusqu'à 45 % de plus que les prévisions. Quand même, Hydro-Québec dit en entrevue avec la presse ce matin qu'on est bien préparé pour faire face à cette vague de froid, notamment parce qu'il y a de plus en plus de clients et d'abonnés d'Hydro-Québec là, qui adhèrent à la tarification dynamique. On aurait pensé à ILO ou bien au Crédit hivernal, entre autres. Puis en terminant, ça fait la une de la presse, un poupon de 4 semaines qui meurt chez le dentiste. Ça s'est produit le 28 juin 2023, un poupon de 4 semaines, vous l'avez dit, donc qui a subi une intervention qui devait être banale, une frénotonie, une intervention qui consiste à couper le frein de la langue, mais finalement, le bébé est décédé. Les causes ne sont pas connues pour l'instant parce que le rapport du coroner n'a pas été rendu public, mais quand même, ça pose des questions, notamment concernant cette intervention qui est controversée, mais qui est de plus en plus fréquente un peu partout dans le monde, dit la presse. Gabriel Lemarquand-Perrault à Ottawa, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, Gabriel. Alors, bien sûr, on va surveiller cette investiture de Donald Trump. Au Québec, le premier ministre François Legault, lui, doit faire une annonce en matière d'éducation. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.